Sans verser dans la théorie du complot simpliste, cette vidéo nous rappelle que les grandes puissances n'ont pas de principes, seulement des intérêts. À l'aube du XXIe siècle, les attentats du 11 septembre à New York commis par le mouvement Al-Qaïda, qui est créé par la CIA, ont marqué un tournant historique irréversible, bouleversant profondément les relations internationales. Depuis 2001, des organisations similaires ou proches d'Al-Qaïda ont éclos partout à travers le monde, mettant des régions entières à feu et à sang. Depuis les attentats du World Trade Center, le monde libre serait face à une menace d'envergure, diffusée imprévisible. Le président américain Bush parlait d'un axe du mal contre lequel il fallait à tout prix lutter. Tandis que la théorie du choc des civilisations était érigée en grille de lecture légitime des relations internationales, par les dirigeants politiques et les médias. Nous serions dans une guerre opposant la civilisation, incarnée par l'Occident, à la barbarie et l'obscurantisme de l'Orient musulman. Cette vision du monde réductrice marquée par un orientalisme contemporain, permet l'éclosion de représentations schématiques, qui influencent bon nombre d'individus. L'inconscient collectif est marqué par l'idée d'une incompatibilité quasi naturelle entre l'islam et l'Occident et de la crainte d'une menace terroriste de barbus, qui veulent imposer partout la charia. En témoigne la progression des partis d'extrême droite islamophobes en Europe. Quelles sont les raisons de la montée en puissance fulgurante de ces organisations, qui ont comme mode d'action la violence politique? À l'heure où le terrorisme est une préoccupation mondiale, comprendre les mouvements armés islamistes suppose une analyse de leur genèse, c'est-à-dire une étude des premières organisations de ce type dans l'histoire moderne, afin de découvrir les conditions de leur apparition, leur soutien et leur objectif. Toute doctrine et idéologie pouvant détourner les peuples de la lutte des classes et les nations des velléités souverainistes étaient soutenues et promues. Durant la guerre froide, l'islamisme a été érigé par la Maison-Blanche en alternative à la gauche et au nationalisme arabe, qui revêtait un caractère socialiste et souverainiste. Le terrorisme islamiste a été promu par les États-Unis en Turquie en 1978, lors du massacre anticommuniste de Mara, et à plus grande échelle 2 ans plus tard en Afghanistan dans la guerre contre l'Union soviétique. Avec le fiasco au Vietnam, l'occupation au sol d'un pays étranger était devenue trop impopulaire pour la Maison-Blanche, qui a alors changé de stratégie. Plutôt que d'envoyer leurs propres soldats, et voir leur image s'écorner au niveau national et international, jouer subtilement la carte de l'ingérence en s'appuyant sur des entités locales par le biais d'opérations spéciales clandestines, se révélait être une option privilégiée pour les dirigeants américains. Ainsi, le premier mouvement djihadiste moderne transnational a vu le jour sous l'impulsion des États-Unis, par le biais de leurs alliés comme l'Arabie Saoudite, dictature intégriste à leur solde, qui mobilisa via ses réseaux de mosquées, plus de 35 000 moudjahidines venus des 4 coins du monde, et particulièrement d'Europe. À leur tête un certain Ben Laden, proche collaborateur de la CIA. Ceci n'est plus un secret pour personne, diront certains, à juste titre, sachant qu'Hillary Clinton reconnaît elle-même que ce sont les USA qui ont créé Al-Qaïda. Qu'en est-il de Daesh? Pour savoir qui se cache derrière cette organisation, il suffit de voir les intérêts de qui elle sert et qui la soutient. L'Iran, qui est le plus grand ennemi d'Israël, et de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, voit ses 2 principaux alliés de la région, à savoir l'Irak et la Syrie, se faire littéralement envahir par l'organisation djihadiste. Daesh combat tous les ennemis de l'Occident, le gouvernement syrien, l'Hezbollah libanais, le Hamas palestinien, ainsi que la branche syrienne du PKK, grand ennemi de la Turquie. Il faut également avoir à l'esprit que les parrains du terrorisme islamiste, l'Arabie Saoudite et le Qatar, sont de fidèles alliés de l'Occident. Au regard du rapport des pouvoirs, les États-Unis, première puissance économique et militaire au monde, ont incontestablement les moyens de faire pression sur ces nations amies, afin qu'elles arrêtent de financer le terrorisme. Mais force est de constater qu'aucune politique concrète de fond n'est menée dans ce sens. La Turquie, qui est membre de l'OTAN et qui par conséquent, ne peut conduire une politique étrangère allant à l'encontre des intérêts des pays de l'Alliance, est aujourd'hui le point de passage principal des djihadistes vers la Syrie, et soutient massivement les rebelles de l'ASL, ou les terroristes d'Al-Nusra et de Daesh, en leur fournissant une aide logistique et militaire, notamment des armes, des camps d'entraînement à Gaziantep et à Hatay, et des soins dans les hôpitaux. Fait qui peut paraître paradoxal ou totalement incroyable, Israël soigne des djihadistes du front Al-Nusra sur son territoire, et empêche toute progression de l'armée syrienne en bombardant les positions de celle-ci. Dans un article publié sur Le Figaro, Roland Hureau met au jour la duplicité de la politique étrangère française. Inutile de dire que nos armes et notre appui logistique sont allés exclusivement aux djihadistes, en particulier au front Al-Nusra, nouveau nom d'Al-Qaïda, dont les différences avec Daesh sont bien minces. Les mêmes qui enlèvent ou massacrent les chrétiens, et d'autres.
la soi-disant armée syrienne libre qui, disait-on, était l'objet de notre sollicitude demeure un fantôme et un alibi pour aider les islamistes. En septembre 2014, on a appris de la bouche de l'ambassadrice de l'Union européenne en Irak, Madame Jana Iboskova, que plusieurs membres de l'UE ont acheté du pétrole non raffiné à l'État islamique. Il semblerait que l'Occident réutilise la méthode afghane des années 1980 de guerre par procuration, c'est-à-dire de guerre par intermédiaire. Alors comment expliquer les bombardements de la coalition anti-Daesh? A-t-elle une crédibilité? En réalité, les États-Unis jouent subtilement sur deux tableaux à la fois, voulant à tout prix alimenter le complexe industrialo-militaire, qui pèse beaucoup dans leur économie, et préserver leur identité de rôle aux yeux de l'opinion publique internationale, celle de défenseurs de la liberté et de la démocratie. Ne frappant pas le cœur de l'organisation, Raqqa, et ayant une portée très limitée, ces frappes sporadiques ont comme seule finalité de feindre la guerre contre l'OI, ce qui sert dans le même temps celle-ci dans sa rhétorique de propagande anti-occidentale, permettant le recrutement de militants. Le journal Le Point, qu'on peut encore moins qualifier d'adepte de la théorie du complot, titre le 7 juin 2012, Mohamed Merah travaillait pour les RG. On apprend dans cette affaire que Merah a été envoyé au Pakistan, en Afghanistan et en Syrie par un ami qui se révèle être en fait un agent des services français, qui l'a poussé à la radicalisation. On peut alors avoir des interrogations légitimes sur les attentats de Charlie Hebdo et le rôle des services secrets français. Les attentats qui ont frappé la France, les 7 et 9 janvier 2015, ont remis à jour une des questions politiques les plus épineuses, à laquelle sont confrontés les États-nations, et les populations civiles qui en sont les premières victimes, le terrorisme islamiste, officiellement ennemi numéro 1 de l'Occident, après la chute du bloc soviétique. Hier la CIA créait de faux mouvements de gauche, qui se livraient à des exactions, et des actes condamnables uniquement, pour faire croire à la population, que ces actes terroristes étaient l'œuvre de la gauche. Aujourd'hui, les services occidentaux le feraient-ils avec les islamistes, pour stigmatiser les musulmans vivant sur leur territoire? L'organisation État islamique serait-elle la nouvelle armée secrète de l'OTAN ayant pour but d'affaiblir à terme l'Iran? Le terrorisme djihadiste aurait-il pu être aussi puissant sans le soutien des alliés de l'Occident? Al-Qaïda et les organisations de ce type constitueraient-ils des prétextes pour envahir des pays, comme l'Irak, l'Afghanistan, des instruments pour mener des guerres par procuration, Libye, Syrie, Yémen, et au niveau domestique, des justifications aux lois liberticides, des moyens de stigmatisation et d'exclusion, pour détourner l'attention du public des vrais problèmes sociaux, chômage, crise économique, en désignant des boucs émissaires? Tous les éléments entre nos mains tendent à répondre à ces questions par l'affirmative. Si par hasard, certains ne sont toujours pas convaincus, résumons, les États-Unis ont créé dans le passé des organisations de l'ombre pratiquant le terrorisme, ils ont formé le premier mouvement armé islamiste transnational, leurs alliés clients, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar finance les djihadistes, Israël les soigne, la France les arme, des pays de l'Union européenne leur achètent du pétrole. Et des attentats terroristes sont commis en territoire occidental par des individus radicalisés et armés par ces mêmes services secrets. Pour ceux qui crient à la thèse complotiste, rappelons que les complots font partie du répertoire d'action des services de renseignement. C'est leur métier. Comment la prétendue coalition contre les égorgeurs serait-elle crédible, alors que pour des raisons différentes, beaucoup de ses membres ont partagé avec eux, et partagent encore pour certains, des intérêts stratégiques, politiques, économiques?